retrouve aujourd'hui pour une vidéo de lecture à voix haute où je vais vous lire trois romans qui à mes yeux sont des romans beaux, littérairement parlant. Je vais vous lire le début de Tofi et moi de Sarah Crossan publié aux éditions Rajo, puis de Alma, le vent se lève de Timothée de Fombelle aux éditions Gallimard Jeunesse et de Dévisager de Erin Stewart publié aux éditions Gallimard Jeunesse aussi. Comme d'habitude c'est une vidéo du coup qui va durer parce que je vous lis le début des romans. J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous tente le plus avec ces débuts de livres. Je vous souhaite une belle vidéo et une belle écoute. Je commence avec Tofi et moi. Elle s'appelle Marla. Elle m'appelle Tofi, alors que pour mes parents, mon prénom c'est Alison. Enfin, pour maman. Je veux dire, c'était sa décision. Papa, il s'en foutait de ce bébé brailleur, de son prénom, quand je suis née. Il avait d'autres priorités. Maintenant, Marla dort dans une chambre près de la mienne. Des myosotis pullulent sur le papier peint. Elle ronflotte sur le dos, les lèvres entr'ouvertes. Parfois, la nuit, elle se réveille, ronchonne, remue, implore, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Je me glisse dans sa chambre, lui caresse le bras. Je suis là, tout va bien, c'était juste un cauchemar. Ça la rassure en général. Elle me regarde comme si c'était pile poil moi qu'elle s'attendait à voir. Elle referme les yeux et retourne à ses rêves. Mon matelas est si mou qu'il m'engloutit. Les draps de coton fins comme du papier, trop lessivés. À la fenêtre, pas de rideau mais des filets. Les lumières de la rue pénètrent torrentielles. Ici, c'est pas chez moi. Ici, c'est pas ma chambre. Ici, c'est pas mon lit. Je ne suis pas celle que je prétends. Marla n'est pas celle qu'elle croit. Je suis une fille qui essaye d'oublier. Marla, une femme qui veut se souvenir. Parfois, je me sens triste. Parfois, elle est furieuse. Pourtant, ici, dans cette maison, je suis plus heureuse que jamais auparavant. Abribus. Un barbu sur le banc de l'abribus à côté de moi, les ongles cassés, sales, les baskets bâillant aux orteils, me sort « Un Pringle, ça te dit ?» Il tire un tube rouge de son manteau kaki. Je me décale, fixe mon sac à dos par terre juste à mes pieds, bourré de fringues, de petits pains briochés. J'avais pas beaucoup de place et pas beaucoup de trucs à emporter. Dis donc, t'as le visage bien amoché. Le mec s'accroupit, les Pringles croustillent dans sa bouche. Il glisse vers moi, miette sur son manteau, dans sa barbe. Quelqu'un s'est fâché contre toi, on dirait. Je me détourne, j'espère qu'il va croire que je comprends pas, que je suis étrangère. C'est comme ça que je me sens aujourd'hui. Étrangère. Loin de chez moi, déjà, le monde plein d'absurdes et plein de bruit. Un car arrive. Je montre mon billet au chauffeur, rectangle jaune pour autre part, réglé avec la sans contact de papa. Fugueuse, menteuse, voleuse. Quasi au fond du car, le front pressé contre la fenêtre, froide, moite, je vais vers l'ouest. Vers Kellyanne, qui aurait voulu rester, enfin, qui voulait pas m'abandonner. Le car crachote, démarre, je pars. La bague au rubis. Le milieu de sa valise était enflé comme quelqu'un qui s'est trop baffré. Elle avait dû la faire la veille. Elle avait tout prévu. Pardon, Ali, faut que je me barre. C'est lui, c'est de pire en pire. Kellyanne a retiré la bague au rubis palichon que papa lui avait donnée. Sa face était boursouflée, blême, des semaines sans sourire. Pourtant j'ai dit « Pars pas ». J'ai tiraillé sa veste. « Viens avec moi ». Son regard suspendu à la pendule, ses pieds campés dans ses bottines. On trouvera un endroit pas trop cher et on s'en sortira, d'accord? Va mettre 2-3 trucs dans ton sac. Grouille-toi, vas-y, dépêche. Je l'ai lâché. Mais tu l'aimes pas? C'est un connard, Ali. La preuve sur son bras, un bleu couleur pruneau. Je peux pas rester là, je peux pas t'expliquer. Elle a regardé la bague. S'il y a bien quelqu'un qui puisse comprendre, c'est toi. Oui, mais quand même. J'avais le front en feu, les genoux gelés. Il a de bons côtés, pas vrai? Il travaille dur. Il est crevé. Ali. On pourrait le rendre heureux ensemble, nous deux. On pourrait essayer. J'ai fait que ça, d'essayer, elle a dit. Et elle m'a tordu le poignet. Elle ne m'avait jamais fait mal avant. Et là, elle s'y mettait de toutes ses forces. T'es pas obligée de rester là. Elle a désigné le miroir sans faire exprès, et son propre reflet, qui en retour la regardait, tout craquelé, pas convaincu. Ce qu'elle ne voyait pas, c'était que j'avais pas le choix. Il fallait que je reste là. C'était papa, c'était pas mon copain. On se sépare pas comme ça de ses parents. À part lui, j'avais qui? Et lui? Qui est-ce qu'il avait, à part moi? J'ai sangloté dans le couloir de l'entrée. Kellyanne a pêché dans son sac un billet de 10, une pièce d'une livre enveloppée dedans comme un cadeau. Tiens, elle a dit, comme si l'argent pouvait tout arranger. Je m'installe et je t'appelle. Sois forte et lui prends pas la tête. Dis-lui que tu m'as pas vu partir. Fais-lui croire que je vais revenir, histoire qu'il me cherche pas. Et puis voilà. Je l'ai regardé depuis la fenêtre, inquiète de ce qui se passerait quand papa rentrerait, quand il verrait que sa fiancée l'avait quitté, la bague posée sur la table de l'entrée, le rubis rouge qui avait appartenu à maman, à l'époque où c'était elle qu'il aimait vraiment. M5.
Cette route, c'est la plus longue de l'univers, j'ai l'impression. Béton, 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 béton. Je tripote mon téléphone, je suis la ligne bleue jusqu'à Bude. Il y a quelques mois encore, j'aurais passé le voyage à envoyer à Jacques des émojis graveleux, à prendre des photos en douce des losers dans le bus, endormis bouche ouverte. J'ai plus personne à qui envoyer des messages. Plus rien, là d'où je viens. J'espère qu'il reste de la place pour moi dans la vie de Kéliane. Béton, béton, béton. La plus longue route de l'univers, j'ai l'impression. Bude, c'est peut-être Bud. Des seaux, des pelles aussi sous un auvent, dans le ciel glapissent des mouettes titanesques, une meute de petites meufs suçote des glaces dans des cônes gaufrés, malgré le crachin. Une fille s'arrête, et puis rejoint les autres, toutes sautillantes. « Hé, attendez !» Je tracte mon sac, marche après marche, du quart au trottoir. Dans mes poumons, l'air est salé. J'ai une adresse sur un morceau de papier, un plan sur mon écran, 4 km jusqu'à chez Kéliane. Pour toujours. Un mec en maillot de foot à carreaux m'ouvre la porte. « Ouais, quoi ?» Il détaille ma joue, pas discret. « Est-ce que Kéliane est là ?» J'ai les épaules en feu, je pose mon sac à dos. « Kels ? Non, on risque pas de la revoir, elle s'est barrée, t'as vu. » Il ramasse des prospectus sur le paillasson, les feuillette, sort de la maison, les flanque dans une grande poubelle. Elle est partie à Aberdeen pour un job dans la vente, même pas fini de payer son loyer. Il se cure les oreilles, contemple ses ongles, comme s'il y avait des chances que ça soit fascinant. Essaye de l'appeler, mais elle répondra pas. Je vais essayer. Je lui dis pas qu'elle a répondu à aucun de mes messages ces derniers temps, ou que c'est même pas la peine si elle est à Aberdeen et moi en Cornouailles. Il y a tout un pays entre nous. Ça va ? Le mec fixe mon sac à dos. Faut que j'y aille, je lui dis. T'as quelque part où aller ? Son expression s'est adoucie, un chat se blottit contre ses baskets. Je sais pas chez moi, ça c'est clair déjà. La marque. Je tâte ma joue du bout des doigts, c'est toujours chaud. Cabanon. Le ciel se fracture d'éclairs, le crépuscule sent la poudre à canon, alors que la fête de Guy Fawkes c'est dans plusieurs semaines. Certains feux d'artifice ont pris de l'avance. Devant moi, une allée de gravier qui sépare 2 rangées de jardins, et malgré Google Maps qui me dit de tourner à droite, je tranche direct vers la ville, direct vers la mer. Dans un premier jardin, il y a une serre aux vitres moisies, dans un autre, une pyramide de jouets en vrac, dans le suivant, un tas de chaises longues et de tables pliables. Mais au bout de l'allée, il y a un cabanon tout déglingué, porte entr'ouverte. Dans l'ombre d'une maison abandonnée, à l'intérieur, pas de lumière, sur les fenêtres, une dentelle de lierre. Je me glisse par un trou dans la barrière, je pousse la porte du cabanon et je m'y glisse. Pots de peinture partout, rouillés, un sac de ciment éventré, des outils qui pendouillent à des crochets, la seule petite fenêtre qui donne sur l'allée porte un gilet en guise de rideau. Je prends mon pull comme oreiller, je dormirai les pieds calés contre la porte. Il y a pire comme refuge. Rien. Je vérifie mon téléphone, même si je l'ai pas mis en silencieux. Je l'aurais entendu, c'est sûr. Mais pas de nouvelles de Kéliane. Pas de nouvelles de papa non plus. J'essaie de m'allonger, d'imaginer le soleil de demain. J'implore le sommeil de m'avaler avant qu'arrive la nuit en pleine puissance, celle qui allume la peur. Pas la peur des rats ou des souris, qui pourraient dans le noir grignoter ma brûlure comme un bout de barbac, bien bleu, rien que pour eux. Non, la peur des gens, du mal qu'ils pourraient faire à une fille déjà abîmée, abandonnée, toute seule, dans l'obscurité. J'attrape une clé à molette rouillée, je la soupèse, je la balance de toutes mes forces sur un étranger invisible, un danger indicible. Mon visage me pique. Je lâche la clé, je ferme les yeux, mon téléphone est toujours silencieux. Pendant la nuit, des chuintements, des grincements dehors, comme des bottes sur le gravier. Je me dresse, surprise de m'être assoupie. La porte couine, je pousse un cri, et dans le cabanon se coule, comme un châle de soie, un chat gris, les yeux luisants, 2 mini-lunes. Je susurre, claquant des doigts, la paume offerte. Le chat, du bout du museau, taquine l'air, puis il se retourne, queue vers le ciel, trou du cul en gros plan, en réponse à mon affection. Popcorn. Il avait proposé une soirée film, n'importe lequel, tout ce que je voudrais, juste le temps qu'il prenne une douche d'abord. Il adorait The Full Monty, ça le faisait mourir de rire, alors c'est celui-là que j'ai choisi, pour moi et puis pour lui. J'avais tout préparé, la télé, tout ça. Il adorait aussi le popcorn salé, tout chaud, alors j'en avais fait à la poêle, pif paf pof, bruit de box dans l'inox. Mais j'en ai mis tellement que lui l'a surchauffé, et la cuisine s'est enfumée, et l'alarme incendie a rempli la maison d'un bruit assourdissant. Papa a débarqué dans la cuisine, cheveux encore dégoulinants. « Putain de bordel !» il a hurlé, et avant que j'aie le temps d'expliquer le popcorn, la surprise, il m'avait attrapé le poignet et le tordait, et il m'a balancé dans le jardin, où j'ai dû rester assise dans un coin plusieurs heures froides pour réfléchir un peu à mon comportement. Bleu. J'arrive pas à me rendormir, alors j'extirpe une banane du fond de mon sac, l'épluche. Elle est toute tachetée de brun. Je la jette. Les fruits avec des bleus, j'ai jamais pu.
Cacher. Je trouvais toujours un truc pour tout cacher. Manches, collants, mots des parents. Alison ne peut pas participer aux cours de sport parce que patati, patata. Les profs levaient les yeux au ciel, zéro empathie pour les règles douloureuses, mais j'avais le droit de rester sur le côté. Mes camarades de classe sur le trampoline, en short, t-shirt, front ruisselant, faisaient des tripaxels, des vols planés. À 30 cm du plafond, le gymnase résonnait de leurs cris joyeux, de leur liberté, et moi j'avais le temps de réfléchir au meilleur moyen d'esquiver papa ce jour-là, de laisser à mes bleus une petite chance de jaunir. Petit déj sur la plage. Les vagues bulldozent le sable, des gamins en mangent par poignées. J'achète un sachet de frites avec ce qui me reste de fric, carte de papa déjà bloquée. Je les arrose de vinaigre et je fais passer tout ça avec une sucette rose, comme si j'avais 8 ans. Ensuite, il commence à crachiner, le sable osselé s'obscurcit et j'ai qu'un seul abri, le cabanon. Alors j'y retourne. La maison vide. Les grandes fenêtres sont fermées, mais plus propres que je le croyais quand j'étais au fond du jardin. Les mains en coupe contre la porte vitrée, je scrute la cuisine. Placard marron, égouttoir en émail, on dirait que ça date d'avant ma naissance. Et sur le gaz, une bouilloire. Une bouilloire qui bout, qui siffle, qui appelle. Quelqu'un, vite, vite, vient empêcher la vapeur de hurler. Alors je la repère, elle, émergeant de derrière le réfrigérateur ouvert. Visage fragile, figé d'effroi quand elle me voit. On se regarde, on ne bouge pas. Invitation. Direct, je trace. Retour au cabanon, j'attrape mon sac, je me barre. Vite, vite, vite. Faut que je me tire, je peux pas rester là. Mais, Tofi ? Une voix pas plus forte qu'un trait de feutre sur une feuille. La barrière me laisse pas sortir. Je pousse, je tire, je pousse. Pas possible. Et là, la voix à nouveau. Plus de volume cette fois. Irlandaise peut-être ? Pour l'amour du ciel, reviens, Tofi ! La femme a levé une main en l'air, comme une écolière. Tofi ! Elle répète encore. Une invitation peut-être, à venir manger un truc sucré. Tofi, un genre de caramel. Sa voix est infusée de désespoir et je reconnais ce sentiment quand on implore quelqu'un de pas partir. Alors, et voilà pour Tofi et moi, qui je le précise est un roman en vers libre, vous le savez parce que je vous en ai déjà parlé, mais c'est pour vous montrer que le vers libre quand on le lit à l'oral, déjà je trouve ça magnifique, mais en plus c'est comme un roman au final, dans le cerveau ça se passe pareil que quand on le lit à l'oral et c'est vraiment très agréable à lire et j'ai beaucoup aimé le lire à voix haute là, ça m'a fait vivre le livre d'une autre manière. Je passe maintenant à Alma, le vent se lève de Timothée de Fombelle. Et certains lions sont rois. C'est un zèbre sans rayures, debout dans les herbes jaunes, avec 2 enfants couchés dans son ombre. Regarde comme il est grand. Elle s'appelle Alma. Elle parle à son petit frère allongé près d'elle. Regarde. Ils sont sur son dos, serrés l'un contre l'autre dans cette prairie sans fin. Et quand le soleil bouge un peu, l'animal fait un pas pour que les enfants restent à l'ombre. Ils rient ensemble en le contemplant. Si Alma savait comme elle repensera plus tard à cette fraîcheur de son petit frère sur son côté, au clapotis de son rire. Tu vois, je te l'avais dit, tu ne me croyais pas, dit Alma. Le garçon ne répond pas. Tous les zèbres de la vallée sont petits, rayés, peureux. Celui-ci est très grand, plus haut qu'une main qu'on lève au-dessus de la tête quand on est debout sur la pointe des pieds. Il a un collier de cuir attaché autour du cou. Il n'a pas de rayures et il reste là, doucement, à veiller sur eux. Il n'a peur de rien. Où tu l'as trouvé ? Demande l'âme. Je ne l'ai pas trouvé, c'est lui qui nous a trouvés. Son frère se tait, les yeux brillants. À quoi tu penses ? Demande Alma. Silence. Il réfléchit. Je cherche si je me souviens d'un jour plus beau, dit l'âme. Alma sourit. Quelques instants plus tôt, elle lui a montré comment grimper sur le dos de l'animal. Elle se tenait au collier de cuir. Son frère est même monté derrière elle avec son bonnet bleu qu'il ne quitte jamais. Au grand galop vers les arbres, ils ont fait s'envoler les gazelles comme des papillons. Puis, ils se sont laissés glisser dans l'herbe, assommés de bonheur. Il s'appelle Brouillard, souffle Alma. Comment tu sais ? Parce qu'il est tout blanc. On peut choisir le nom des choses nouvelles ? Elle répond fièrement. Oui, on fait ce qu'on veut. Mais Alma sait qu'avant Brouillard et sa blancheur, son petit frère était la dernière chose nouvelle apparue dans leur vallée. Rien d'autre à l'horizon depuis la naissance de l'âme quand elle avait 3 ans. La vallée est entièrement fermée par des falaises. Elle est belle et chaude, comme un paradis. Elle ressemble à une main immense, remplie de prairies, d'arbres et de bêtes sauvages. Une main ouverte qui donne tout ce qu'il faut pour vivre, la nourriture, les nuits étoilées et les petits singes dans les branches pour s'amuser. Elle donne les pluies battantes dans lesquelles ils s'enfoncent tout nus en courant, les siestes entre leurs parents, les hautes herbes qui penchent quand passent les lions ou le vent. Mais rien n'existe pour eux en dehors de ce monde protégé et fermé. Une famille, seule, dans une vallée à perte de vue. Il n'y a rien d'autre qui vienne de quelque part pour prendre un nom nouveau. Ou bien, il faudrait nommer chaque nuage qui passe. Et tout à coup, voilà Brouillard. Il est là, au-dessus d'eux, comme une apparition. Alma l'a vu arriver 1 an plus tôt exactement. Des jours entiers, elle a parcouru la vallée toute seule, avec son arc sur l'épaule pour le retrouver, pour être sûre qu'elle n'avait pas rêvé. Lentement, elle a appris à l'approcher et, pendant des mois, elle n'a rien dit à personne. Elle l'a gardé pour elle. « Brouillard !» appelle Alma. Brouillard baisse vers elle son front et ses yeux doux.
Il te répond demande l'âme. Ils sont toujours allongés. Alma roule sur le côté en souriant et fait s'élever de l'herbe des nuages d'oiseaux minuscules. Elle tourne le dos à son frère. D'où il vient demande l'âme. De là-bas? Silence. Âme, dis-moi. Il appelle sa sœur âme. Il dit âme d'une voix qui traîne, comme quand on ferme les yeux pour manger ce qu'il y a de meilleur. Est-ce qu'il vient de là-bas? Âme, dis-le-moi. Le petit garçon a roulé à son tour juste derrière elle. Il demande encore. Âme, d'où il vient? Même au paradis, il faut bien raconter des histoires et inventer d'autres mondes aux enfants. Alors, Alma a inventé ce pays de là-bas pour son frère. Elle lui en parle toutes les nuits. Elle y a mis des fleurs noires, des petites filles qui sentent le sucre grillé, des prairies qui font des étincelles dans l'obscurité, des maisons avec des ailes hautes comme des falaises. Elle dit là-bas, dans la langue de leur mère, la langue des histoires et des chansons. Mais il s'est passé quelque chose qu'elle n'avait pas prévu et qui lui fait un peu peur. Son frère a construit sa cabane dans ce monde qu'elle lui invente. Petit à petit, l'âme s'est installée là-bas, dans ce paysage imaginaire. Depuis des mois, il ne pense qu'à cela, le jour et la nuit. Il ne veut plus en revenir. L'âme entend sa sœur qui murmure. On devine qu'elle sourit en chantonnant. Elle aime être la reine de ce pays qu'elle crée pour lui. Elle aime raconter ces histoires belles et dangereuses qui lui viennent aux lèvres sans qu'elle sache comment. Le temps passe. Le ciel descend, s'assombrit. Au-dessus d'eux, Brouillard ne bouge pas. Il a un petit oiseau au bec d'argent posé près de son œil et ne veut pas le déranger. Il ne lève même pas un cil. Alma chantonne toujours, bouche fermée, en gardant pour elle ses mystères. « Arrête, supplie l'âme, arrête s'il te plaît !» Alma se tait soudain. Quelque chose grelotte derrière elle. Ça fait le bruit des arbres qui s'égouttent après la pluie. C'est son frère qui pleure. « L'âme !» Elle se retourne et pose son front sous celui de l'âme. Leurs nez s'assemblent l'un au-dessus de l'autre, les deux visages vont exactement ensemble. On ne sait plus à qui sont les larmes. C'est pour cela qu'Alma pense qu'ils ne se quitteront jamais. Elle a un autre frère, plus grand, Soum, qu'elle aime tendrement, mais le petit lame est l'autre moitié d'elle. D'ailleurs, il s'est arrêté de pleurer dès que leurs peaux se sont touchées. « Il vient de là-bas » demande encore l'âme, et il ajoute « Tu m'emmèneras un jour, âme ?» Il laisse passer un long silence. « Et nous, d'où on vient ?» Alma ne répond pas. Elle sait juste qu'elle est née ici, il y a 13 ans. Elle a grandi en liberté avec ses parents et Soum, dans ce territoire immense où l'âme est apparue à son tour. La seule limite à leur liberté, c'est la loi que répète son père en enfonçant ses yeux dans les leurs. Rien ni personne ne doit entrer dans la vallée. Et rien ne doit en sortir. Quand il dit cela, son regard est une flèche noire qu'elle ne reconnaît pas. Il fait peur. C'est pour cela qu'elle n'a pas parlé de Brouillard avant ce jour. Parce qu'elle l'a vu arriver un matin de grande pluie, et qu'il venait sûrement d'ailleurs, avec ses lunes de fer sous les pieds et son collier de cuir. Alma et l'âme restent immobiles, tous les deux, à écouter le bourdonnement des guêpes fouettées par la queue de Brouillard. Puis le petit garçon se détache de sa sœur. Il glisse sur le côté. « Ça va ?» demande Alma. Mais l'âme n'est plus vraiment là. Il serre dans sa main son bonnet bleu. Couché sur le dos, il observe attentivement le zèbre sans rayures, blanc comme la brume du matin. Non, ce n'est pas un zèbre. Il est plus fin, plus grand, avec une crinière très longue. Hier, il était peut-être encore là-bas. Il jouait dans l'herbe qui fait des étincelles. L'âme regarde l'œil humide de Brouillard. Il voudrait y plonger pour passer de l'autre côté, sortir de la vallée et voir enfin ce qu'il y a. Alors, la pluie commence à tomber. Les gouttes grésillent en touchant les herbes et la terre chaude. On dirait qu'elles tombent sur la braise. Ce sont les premières de la saison des pluies. En une ou deux lunes, il va pleuvoir presque toute l'eau de l'année. Allongés sur le dos, Alma et l'âme ouvrent la bouche pour tenter de sentir en premier sur leur langue cette pluie porte-bonheur. Mais très vite, ils se lèvent parce que l'averse grossit. Ils ramassent leurs grands arcs posés dans l'herbe. Un fourreau pour les flèches est attaché au bois courbé. Au loin, des antilopes courent vers la ligne des arbres. Brouillard frissonne comme s'il s'éveillait d'un rêve. « Tu restes ici, Brouillard. Tu nous attends jusqu'à demain. » Ils posent chacun la joue sur son cou pour lui dire au revoir. L'animal tremble encore de plaisir ou de froid. Des mois plus tôt, un autre jour de pluie, Brouillard s'est échappé d'un monde où ces moments n'existaient pas, où la liberté n'était même plus un souvenir, où on plantait les talons dans ses flancs pour le faire galoper derrière des fugitifs qui avaient l'odeur de la peur. Ici, il découvre l'odeur de la terre, la paix et les cris de joie de deux enfants qui s'éloignent sous l'averse. Mais, au fond de lui, l'animal sait qu'il faudra bientôt repartir. Tu ne parles pas de Brouillard, d'accord, l'âme? À personne. L'âme court à côté d'Alma, aveuglée par les gouttes d'eau. La corde des arcs barre leur dos. Promis? Il ne répond pas, il sourit. Il sait ce qu'il doit faire. Il a un plan. D'ailleurs, il a 10 ans. 10 grandes pluies exactement. À cet âge, les bêtes chassent seules depuis longtemps et certains lions sont rois. Vers le reste du monde. Ils sont si bien ensemble que cela pourrait durer toute la vie. Il pleut maintenant depuis 40 jours et 40 nuits. La famille est autour du feu qui envahit la maison et l'illumine. Dehors, il fait nuit.
Des fourrures enveloppent leurs épaules, tapissent le sol. Au-dessus d'eux, le toit est un entassement d'herbes coupées sur lesquelles glissent les vagues de pluie. Les murs sont faits en branches et en paille, collés avec de la terre dorée. L'âme est appuyée contre son père. Il dort. Alma est en face, à côté de son grand frère accroupi. Soum sourit en inclinant la tête. Il remue les flammes avec un bâton, près de sa mère dont les yeux reflètent chaque étincelle du feu. Dans la vallée, certains ruisseaux se sont transformés en torrents, mais la maison est plus haut sur la prairie, enlacée par les branches géantes d'un figuier. Dans les bras de cet arbre, ils se sentent à l'abri de tout, comme des survivants au déluge. Ce qu'aime Alma, c'est qu'ils ne font rien et qu'ils sont tous ensemble. Voilà pourquoi le temps des grandes pluies est toujours une fête. Dehors, l'eau travaille pour eux, remplit les citernes, transforme la vallée, retourne la terre, fait éclater les boutons des arbres et ils n'ont qu'à écouter le feu qui chante dans les courants d'air. Ils n'ont qu'à se sentir vivants en se chauffant le blanc des pieds. Parfois, ensemble, ils se mettent à rire tout bas sans raison, simplement parce que c'est trop doux, trop délicieux et qu'il faut bien que ça déborde. Alma pense à Brouillard. Elle l'imagine debout sous son acacia. Elle est allée le voir tous les jours avec l'âme sous la pluie. L'âme a appris à rester seule sur le dos de Brouillard en se cramponnant au collier de cuir. L'enfant est si léger que l'animal l'oublie dans sa course. Alma les regarde traverser ensemble les étangs, effrayer les petits phacochères stupides qui se jettent sous eux. L'âme est presque couchée sur le dos de Brouillard quand ils filent dans les sous-bois. Ils fendent les feuillages à la vitesse du vent, puis ils disparaissent complètement. Alma récupère l'âme dans ses bras après des heures. Elle le serre contre elle. Ils écrasent sous eux des œillets blancs dans l'herbe. Il a le corps fatigué, les yeux ardents, la peau cirée par la pluie. Elle lui dit « Arrête-toi quelquefois. » « Pourquoi ?» Il sourit en la regardant. Elle essaye de prendre un visage sévère. « Tu es fou. » L'âme fait le mort dans ses bras. Et l'animal, plus loin, garde son air innocent alors qu'il ne tient plus debout non plus. Alma regarde son petit frère qui dort près du feu contre son père. Elle est la seule à la maison à savoir ce qui le fait tomber de fatigue. Mais soudain, elle se rappelle les deux lionnes qui rôdent dans le coin de Brouillard et chassent pour tout leur clan. Il y a aussi les petits chacals près de la source. Ils s'attaquent aux bêtes vivantes quand l'eau recouvre les carcasses abandonnées dans l'herbe. Alma a peur pour Brouillard, qui ne sait pas encore tous les dangers de cette vallée aveuglante de beauté. Elle ira le chercher demain. Elle le ramènera près de la maison. Elle parlera enfin de lui à son père. Il verra comme ce visiteur venu d'ailleurs donne envie de s'aventurer dehors, derrière les falaises. Mais elle ne dira pas son vrai, son grand secret. Elle ne dira pas qu'elle sait par où Brouillard est entré. Et voilà pour Alma de Timothée de Fombelle, qui est un livre extrêmement poétique. Et je termine avec Dévisagé de Erin Stewart. Un an après l'incendie, le docteur me retire mon masque et me dit qu'il est temps de me bouger. Il ne le dit pas avec ces mots-là, bien sûr, parce qu'il est payé pour employer des termes savants comme réintégration et isolement, mais en gros, le comité chargé de la vie d'Ada s'est réuni et a décidé que j'avais traînassé assez longtemps. La fête est finie. Le docteur Sharp examine mes greffes pour vérifier que les ailes de chauve-souris ne sont pas en train de pousser sous mes aisselles. On ne sait jamais, depuis le mois dernier. Les cicatrices sont retorses, et comme mon corps est brûlé à 60%, il lui faut plus de 20 minutes pour en faire le tour. Cora suit attentivement chacun de ses gestes depuis le banc de touche, tout en griffonnant des notes dans un énorme classeur intitulé « Guérison d'Ava ». Je remue, et le papier qui recouvre la table d'examen en vinyle crisse sous mes fesses. Le directeur retire le bandana de ma tête, puis mon masque de plastique transparent. Ses doigts effleurent ma peau. « Tout ça cicatrise magnifiquement, dit-il, sans la moindre ironie. » Ses doigts froids contournent mes yeux, puis je ne ressens plus rien tandis qu'ils atteignent les greffes plus épaisses qui entourent ma bouche. « Oui, enfin, je dis, on peut mettre du rouge à lèvres à un cochon, ça restera toujours un... » « Ava !» proteste Cora, ma tante, qui s'est autoproclamée PDG du comité que j'évoquais tout à l'heure. Le docteur Sharp secoue la tête en riant. Avec ses fossettes, il ressemble terriblement à ces docteurs Mac Sexy des séries télévisées qui s'envoient en l'air entre deux urgences. C'est à cause de ses yeux de braise et de sa mâchoire carrée qu'une nuée de papillons me traverse le ventre chaque fois qu'il me frôle. Pour ne rien arranger, je sais pertinemment qu'il m'a vue nue une petite vingtaine de fois. Certes, c'était sur une table d'opération, mais j'étais désespérément nue, même enveloppée de gaz et couverte de cicatrices de la tête aux pieds. C'est un détail que nous évitons d'évoquer, lui comme moi, de même que le fait qu'il a taillé un bout de mon derrière pour le fixer sur mon visage et me fabriquer un nouveau front. Il me tend un petit miroir, comme chez le coiffeur, pour que j'admire son œuvre. « Non merci », je lui dis en le lui rendant. « Tu as encore du mal à te regarder ?» À moins qu'il ne m'ait poussé un nouveau visage pendant la nuit, je sais ce que je vais voir. Le docteur Sharp acquiesce tout en tapant quelques mots dans mon dossier médical. Je prévois déjà une réunion du comité pour parler de mon rejet des surfaces réfléchissantes. Mais c'est bon, je l'ai vu, mon visage. Je sais à quoi il ressemble. Je n'ai pas envie de le voir et de le revoir. Avec son sourire à faussettes, le docteur Sharp brandit mon masque en plastique. Tu seras sûrement contente d'apprendre que tu n'as plus besoin de ça.
Cora pousse un cri de joie et passe maladroitement un bras autour de mes épaules, veillant à ne pas appuyer pour ne pas perturber le processus crucial de cicatrisation. C'est le plus beau cadeau qu'on ait pu rêver, docteur. Cette semaine, ça fait pile un an que... Elle s'interrompt et je la vois qui peine à trouver les mots justes. L'incendie, je suggère. Ça fait 1 an depuis l'incendie. Le docteur Sharp me tend le masque qui m'accompagne jour et nuit depuis 1 an. Sa mission, presser la peau de mon visage pour éviter que les cicatrices ne fassent des boursouflures. Les médecins et les infirmières ne cessent de me répéter qu'il a incroyablement aidé ma peau à cicatriser, mais franchement, je ne vois pas vraiment ce qui aurait pu être pire que ce patchwork de greffes multicolores qui me tient lieu de visage. Il faut que tu continues à porter des vêtements compressifs jusqu'à ce qu'on soit certain que tes cicatrices ne gênent pas tes mouvements, poursuit le docteur Sharp. Mais j'ai une deuxième bonne nouvelle. Cora lui fait un très léger signe de tête et je comprends que ce qui va suivre a été décidé lors d'une de ces réunions dans lesquelles on débat de ma vie, sans moi. Mon invitation a dû aller direct dans le dossier des spams. Maintenant que tu n'as plus besoin de porter le masque, je t'autorise, et même je te le recommande vivement, à reprendre les cours au lycée. Je fais tourner le masque dans ma main sans lever les yeux. Je crois que je vais passer mon tour, mais merci quand même. Bondissant du banc de touche, Cora pose son énorme classeur à côté du lavabo et s'assied à moitié sur ma chaise, me cognant la hanche. Ava, je sais que tu en as marre des cours par internet, tu dis tout le temps que tu aimerais retrouver une vie normale. Normale. C'est ça, comme autrefois, comme Ava avant l'incendie. Ce n'est pas possible, je scande. Je ne peux pas retourner au lycée comme si de rien n'était, c'est absurde. Tu peux changer de lycée, celui près de chez nous comme on en a parlé, ou celui que tu veux, rétorque Cora sans se laisser décourager. Prendre un nouveau départ, te faire de nouveaux amis, recommencer une nouvelle vie. Plutôt mourir, je marmonne. Ça me va très bien de suivre des cours par internet en pyjama dans ma chambre. Personne ne peut me voir, personne ne peut me montrer du doigt en chuchotant sur mon passage, s'imaginant sans doute que je suis sourde en plus de défigurée. Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis, proteste Cora. Tu as tellement de chance d'être vivante. C'est vrai, je suis un fer à cheval ambulant. En quoi est-ce une chance d'avoir survécu ? Mon père, ma mère et ma cousine Sarah sont sûrement en train de danser dans une prairie céleste, à moins qu'ils ne se soient réincarnés en singes en Inde, les petits vénards, tandis que moi, je dois subir la ronde interminable des opérations et des médecins, et supporter d'être scrutée sous toutes les coutures par des inconnus. Mais on ne peut pas rivaliser face à des pierres tombales. La mort gagne à tous les coups. Si c'était Sarah, je voudrais qu'elle vive sa vie pleinement, reprend Cora, et je sais que ta mère aurait voulu que tu sois heureuse. Ça m'agace qu'elle utilise les morts pour remporter le débat. Je ne suis pas Sarah, et tu n'es pas ma mère. Cora se détourne, et le docteur Sharp fixe soudain l'écran de son ordinateur, prétendant ignorer la tension qui a envahi la salle d'examen comme de la fumée. Je suis furieuse qu'il assiste à cette scène de colère enfantine, mais c'est sa faute, il m'a prise en traître. Cora renifle en silence, et je regrette de ne pas pouvoir effacer ma pique. Elle n'a pas demandé à jouer le rôle de ma mère, pas plus que je n'ai demandé à jouer celui de sa fille. On essaye toutes les deux d'apprivoiser ce sale coup de la chance. Le docteur Sharp se racle la gorge. Ava, ça nous inquiète de te savoir dans un tel isolement. La réintégration est une étape majeure du processus de guérison, et nous pensons tous qu'il est temps de t'y mettre. Je me retiens de lui demander qui sont ces mystérieux « nous », car c'est la première fois que j'entends dire que ma vie d'ermite les préoccupe. Que dirais-tu d'aller au lycée pour une période d'essai, disons 2 semaines, et qu'on fasse le point ensuite ? Cora me regarde, pleine d'espoir, les yeux encore humides, et la culpabilité du chanceux me serre la poitrine, la culpabilité du survivant. Cette semaine, ça fait 1 an pour elle aussi. 1 an sans sa fille, 1 an qu'elle prend soin de moi, celle qui a survécu à sa place. Je ne peux pas lui redonner Sarah, mais je peux lui donner 2 semaines. Très bien, je dis. 10 jours d'école. Si ce n'est pas un désastre total, on verra pour la suite. Cora me serre si fort que je fais semblant d'avoir mal pour qu'elle me lâche. C'est juste 2 semaines, je lui rappelle, et ça va être un désastre total. C'est déjà un début, dit-elle. Je recouvre mon crâne balafré de mon bandana rouge, tandis que Cora et le docteur Sharp échangent un regard triomphant. Je tripote le masque transparent avec ce qui me reste de mes mains, luttant contre l'envie de le remettre. Cora s'arrête à l'accueil pour négocier un report de ses factures. Pendant ce temps, je fais quelques pas dans le couloir du service des Grands Brûlés et je regarde les œuvres d'art créées par une association qui tente d'apporter de la beauté aux gens qui agonisent. Je réalise que je suis arrivée dans la cour intérieure de l'hôpital général quand une petite fille, accrochée au jean skinny de sa mère, pousse un cri strident. Elle tend son petit doigt vers moi, vers mon visage. La femme, rougissante, marmonne une excuse et tire sa fille par le bras. La petite, qui continue à pleurnicher, se dévisse la tête pour me regarder tandis que sa mère l'entraîne. Un homme se dépêche de retourner à son journal, mais je sens qu'il me suit des yeux. Je reviens vers le couloir, d'un air que j'espère naturel, et je reste sagement dans le service des Grands Brûlés, où les gens ont l'habitude de voir des visages comme le mien. L'homme du journal continue à me jeter des regards du bout du couloir. Je regrette que Cora ne m'ait pas permis d'apporter mon casque audio, je n'ai qu'une envie, me plonger dans ma musique et me couper du reste du monde. Alors j'observe une œuvre en 3D qui s'appelle Reflet d'étoiles, et je fais semblant de m'intéresser aux éclats de miroir qui réfléchissent des lueurs arc-en-ciel dans le couloir.
Cette voie lactée de miroirs qui tombent en cascade renvoie de moi un portrait à la Picasso, fragmenté en des dizaines de brisures qu'un souffle de vent suffirait à projeter au sol. Je reconnais mon bandana rouge entourant mon visage balafré. Pendant un instant, je me berce de l'illusion que c'est à cause de ce miroir en miettes que j'ai l'air en miettes, qu'il suffit de faire un pas de côté pour que mon visage retrouve son apparence normale. C'est ce que veut le comité, que je reprenne le lycée, que tout redevienne normal. Mais je sais bien que c'est impossible. Les gens normaux ne terrifient pas les petits enfants. Quand une ado normale se regarde dans le miroir, c'est pour vérifier que son rouge à lèvres n'a pas débordé ou que son brushing n'est pas retombé. Son reflet la rassure. Si elle n'aime pas ce qu'elle voit, elle s'arrange. Mais pour moi, le miroir est un rappel. Tu es un monstre. Impossible de changer ça. Cora passe la semaine suivante dans une frénésie de shopping, convaincue que le succès de mon retour à une vie d'ado normale dépend du choix d'un sac à dos ou d'une sacoche. Le soir précédant ma réintégration, elle aligne une série de sacs sur mon lit. Les tote bags imprimés, les sacs à motifs floraux et les sacoches en nylon semblent me dévisager. Qu'est-ce qui est à la mode en ce moment? Je hausse les épaules. Ça fait un moment que je ne porte que des blouses d'hôpital et des pyjamas, alors ce n'est pas à moi qu'il faut demander. Pour être franche, je doute surtout que quiconque s'intéresse à ce que je porte. Les yeux de Cora parcourent le festival coloré des sacs avant de se poser sur moi. Ses sourcils se rejoignent, comme lorsqu'elle fait des mots croisés le dimanche. Comme si, en se concentrant très fort, elle allait trouver une solution. Mais, quels que soient ses efforts, je suis un problème qu'elle ne peut pas résoudre. Je pense que c'est celui-là le mieux, décide-t-elle en brandissant une sacoche noire. Essaye-le pour être sûre avant que j'aille rendre les autres. Je rétorque que le premier sac venu fera l'affaire puisque de toute façon, d'ici 2 semaines, je retournerai à ma vie d'ermite et je n'en aurai plus besoin. Cora change de visage et, pendant un bref instant, elle laisse tomber son masque de PDG du comité. Derrière se cache quelqu'un de différent. Quelqu'un de perdu et d'effrayé qui aimerait plus que tout que sa fille soit encore là, à essayer des sacs et à s'emballer à l'idée des nouveaux amis qu'elle va rencontrer et des soirées pyjama qui l'attendent. Enfin, tout ce dont Cora aurait rêvé pour Sarah, pour une fille normale de 16 ans. Avec un sourire, je prends la sacoche et la passe par-dessus ma tête. Il est super, Cora. Merci. Elle ajuste le sac pour qu'il tombe parfaitement sur mes hanches. Son poids tire sur mes épaules déjà tendues, mais ça me fait du bien de la voir sourire. Elle choisit un bandana couleur marine dans mon armoire et l'approche du chemisier bleu qu'elle m'a acheté. Te voilà parée. Elle n'a pas vraiment d'argent à dépenser dans de nouveaux vêtements en ce moment, mais je lui suis reconnaissante de ne pas m'obliger à mettre les anciens habits de Sarah demain. Par chance, on est en février, ce qui me permet de porter des manches longues et un jean qui couvre quasiment mes vêtements compressifs. Tu es sûre de ne pas vouloir de perruque? La gentille dame de l'hôpital nous a bien dit qu'on pouvait l'appeler à n'importe quel moment. On peut aller t'en chercher une si tu veux. Je secoue la tête. Absolument certaine. Certes, une perruque couvrirait mieux mon cuir chevelu clairsemé qu'un bandana, mais ça ne tromperait personne. La dame qui est venue armée de perruques, de maquillage et de tout un tas de trucs bidules censés cacher les cicatrices était adorable. Je le reconnais. Mais malgré tous ses efforts, ses faux cheveux et ses gaines, elle ne pourra jamais couvrir ça. Alors pourquoi faire semblant? Après le départ de Cora, j'ouvre la fermeture éclair de mes vêtements compressifs, me dépouillant de cette seconde peau qui empêche mes cicatrices de gonfler comme de la barbe à papa. Et voilà pour dévisager. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces 3 romans vous donne le plus envie grâce à ces premières pages. J'espère que ça vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et passez de très belles lectures d'ici là.